Je m'appelle Lorraine Overvoorde et je suis donc chargée du développement de ce réseau culturel de proximité, le collectif culturel de proximité. Je suis ravie donc de vous recevoir pour ce premier atelier qui a été conçu donc, dans le cadre du programme des actions de ce CCP, collectif culturel de proximité, et qui a pour but donc le recensement des artistes de notre territoire. Aujourd'hui, nous recevons Jörg Langhans, qui est un artiste peintre d'origine allemande et qui vit à Angy, dans l'Oise. Je vais laisser la parole donc à Madame Estelle Frances, qui est donc directrice de la Fondation Française et de l'association Françoise pour l'œuvre contemporaine en société. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses d'ailleurs et heureux de lancer ce programme aujourd'hui avec ce premier atelier. Pour vous rappeler juste le contexte de la création de ces ateliers, Françoise Art Memo est une association qui agit sur le territoire depuis 2015 et nous avons pendant certaines années, déjà 6 ans, travaillé ce territoire et notamment dans le cadre de la fusion des régions. Car vous le savez, depuis 2014, les régions ont été fusionnées entre l'ex-Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. On va vous faire un partage d'écran d'ailleurs dans un instant pour vous. Et donc, à l'occasion de cette fusion, il était nécessaire de pouvoir se rapprocher du centre de décision de notre capitale régionale, c'est-à-dire à Lille, et de faire entendre en fait la voix des acteurs du territoire ex-Picardie. Donc, on a pris un petit bâton de pèlerin, on peut le dire, pour tenter de se faire entendre et montrer l'émergence qu'il y a sur ce territoire, à la fois en créant, en développant un maillage entre les artistes, les acteurs culturels et les collectivités territoriales. L'idée ici est de démontrer l'effervescence et le caractère identitaire aussi de ce territoire bien différent de celui du nord de notre région, avec une mixité des populations, tant sur le plan économique, social et culturel, avec 3 départements qui, à eux 3, forment comme ça cette diversité, avec un triangle d'or entre Senlis, Chantilly, Gouvieux, avec des villes avec des difficultés économiques et sociales qu'on peut nommer à Creil, qui sont pourtant à 9 km de ce triangle d'or, avec des villes qui sont davantage inscrites dans la ruralité, où on a une grande communauté agricole et notamment des céréaliers développés davantage sur l'Aisne, et des territoires qui peuvent même s'effacer finalement au profit de villes plus concentrées et qui, par à la fois leur géographie et leurs ressources de mobilité, sont quelquefois bien isolées. Donc il s'avère que cet isolement finalement a été aussi visible et apprécié de tous à l'issue ou pendant cette crise sanitaire, parce que finalement chacun s'est retrouvé dans son bureau, dans son atelier, chez soi, pour tenter de rester connecté à une activité, une dynamique. Donc finalement, tout le monde a pu découvrir ce que c'était que de vivre en Picardie, tout simplement. Ce qui nous motivait depuis de nombreuses années, finalement, était constaté. Donc, ça a généré des capacités de s'inventer, de se renouveler aussi en termes de moyens utilisés, de ces fameux moyens digitaux qui nous permettent de communiquer à distance et de conserver un lien et même de le créer, de le dynamiser, de tenter de créer ce collectif culturel de proximité, c'est-à-dire finalement depuis décembre 2020, soutenu par la direction régionale des affaires culturelles à l'issue d'une présentation et d'un développement des enjeux et de la vision qu'on pouvait porter. La DRAC nous soutient pour vraiment créer une dynamique entre les artistes, les acteurs et le territoire. C'est-à-dire, dans un premier lieu, pouvoir identifier à la fois les artistes, parce que finalement, l'isolement crée l'isolement. On n'a pas un répertoire fiable des artistes implantés sur ce territoire. Créer une dynamique aussi entre les acteurs sur leurs activités culturelles et pouvoir anticiper certaines programmations pour optimiser la venue de certains artistes aussi sur notre territoire. Et puis,
éveiller finalement les collectivités à la différence qu'il peut y avoir entre les acteurs et les artistes du nord de la région, ceux du sud, mais aussi les atouts et toutes les ressources finalement que cette région peut mettre en avant pour dynamiser à la fois des quartiers qui sont peut-être un peu plus isolés, mais aussi montrer à quel point la créativité est forte sur ces territoires et pour cause, c'est-à-dire que l'ex-Picardie a un emplacement, et c'est là-dessus qu'on va vraiment s'intéresser sur ce programme, c'est l'emplacement et les atouts de cet emplacement par rapport à d'autres départements du territoire qui n'ont pas cette proximité déjà avec Paris et qui s'impose par de nombreux atouts, tant dans les moyens de transport que aussi une logique de proximité de territoire, tout simplement. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Lorraine sur le programme. Simplement, sachez que ce programme est dédié aux artistes installés sur le territoire. C'est pour nous la clé du développement de ce territoire par rapport à notre grande région. C'est de montrer à quel point il est pertinent de venir s'implanter dans ce territoire et surtout de reconnaître des artistes qui y sont présents depuis déjà de nombreuses années. Vous allez le découvrir à travers Riorg, que je souhaite vraiment remercier pour cette initiative et puis le remercier aussi d'animer ce premier atelier parce qu'il faudra être indulgent pour les uns et pour les autres. Voilà. Oui. Merci. Merci Estelle. Donc je reprends la parole. C'est vrai qu'on s'est arrêté sur ce diapositive-là où on retrouve en fait quelques citations. Depuis décembre 2020, on va à la rencontre des artistes de notre territoire et on entend souvent des choses assez pessimistes en fait sur ce fusionnement en fait des régions, notamment la diversité des territoires qui crée des inégalités. De chance, donc la métropole lilloise qui, elle, est capitale des Hauts-de-France, mais qui est beaucoup moins proche que Paris, par exemple, si on parle de l'Oise, ici à Senlis, donc. Un territoire élargi, les enjeux qui sont différents d'une région à une autre et qui ne sont pas gérés justement par ces individualités-là, et les petites villes qui sont absorbées, effacées, le rayon d'action de la capitale de région atteint difficilement notre territoire. Donc ça, ce sont voilà, quelques phrases en fait qu'on a relevées et qui sont tout à fait intéressantes pour pouvoir illustrer cette distinction qu'on peut avoir en tout cas et qui va créer en fait certaines inégalités sur le territoire des Hauts-de-France. Alors, quand on parle d'atouts, on parle aussi d'un réseau ferroviaire qui est extrêmement pratique, qui est extrêmement utilisé. Là, on a une carte qui est assez illustrative parce qu'on n'y voit pas grand-chose, mais ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que voilà, on a le chef-lieu de l'ex-Picardie, Amiens, qui va être le lieu central, on va dire, entre Paris et Lille. On a environ 1 heure en train. Donc 95 km de Paris, 141 km de Lille, mais qui reste vraiment un accès simple, direct, en train. On a un emplacement géographique qui a des atouts stratégiques, mais on va voir que c'est un territoire qui est bien desservi, surtout vers Paris. Pour l'Oise, on va prendre l'exemple de l'Oise avec quelques villes. Ici, on a Crépy-en-Valois qui est à 39 minutes en train, Chantilly qui est à 25, c'est vraiment l'une des villes les plus proches de Paris. Senlis à 1h15, Clermont 49. Et si on voit jusqu'à la Somme, là, on a Flixecourt par exemple à 2h16. On a vraiment une différence et donc une accessibilité qui est différente et donc aussi un rapport différent aussi à la ville de Paris. Ici, on a, c'est une carte signalétique donc de ces atouts, mais c'est pour l'année 2025 où on va avoir des transports qui seront beaucoup plus rapides, notamment avec une ligne de TGV qui fera donc Chantilly-Gouvieux, Roissy-Charles de Gaulle en 15 minutes, 16 précisément. Donc on a vraiment aussi une avancée. On a cette volonté, encore une fois, d'arriver plus proche de Paris plutôt que de Lille. Il y a donc tous ces éléments, tous ces indicateurs qui montrent à quel point l'Oise, en l'occurrence, là, est plus proche de Paris. On a ces axes routiers qu'on connaît tous, l'autoroute A1 qui est utilisée tous les jours. Ici, on marque 150 000 à 300 000 véhicules qui y roulent chaque jour.
l'axe de Clermont-Creil aussi, qui est le deuxième axe le plus utilisé, l'autoroute A16 aussi, qui va relier Boulogne-Calais à Paris, en passant par Amiens, et bien sûr l'autoroute des Anglais qu'on connaît, qui aussi va ramener aussi une population étrangère, donc plutôt donc, du Royaume-Uni. Alors, en venant, on a essayé de faire rapide. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de ces artistes qui sont présents sur notre territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie donc, de Jörg Langhans, qui est installé à Angy depuis un peu plus de 14 ans. Sur la carte, on y voit donc un tout petit point rouge. Angy, donc c'est une petite commune d'un peu moins de 1200 habitants. Le maire, donc Patrice Crépy, c'est une commune qui se situe à 63 km au sud d'Amiens, 22 km à l'est de Beauvais, 37 km à l'est de Compiègne et 52 km au nord de Paris. Donc, j'espère que vous avez retenu tout ça, parce qu'on va vous interroger, bien sûr, après. Non, c'est une blague. Donc, voilà, pour aller un peu plus loin, donc Angy-Creil en 21 minutes sur la départementale, Angy-Amiens à 1 heure, et il y a un train, donc, à partir de Mouy, qui là en fait prend à peu près 2 heures pour arriver jusqu'à Amiens. Donc c'est assez représentatif aussi de cette accessibilité, puisque Paris, Mouy-Paris fait 1h24 précisément. Donc peut-être juste sur la signification en fait de ces chiffres qui nous perdent au fur et à mesure, mais c'est simplement pour exprimer le fait que tout est logique en termes de transport, avec une liaison presque plus facile, même carrément plus facile, vers Paris, et des moyens peu développés pour la mobilité entre les villes dans lesquelles on parle, c'est-à-dire celles qui sont plutôt au sud de l'Oise, vers Amiens ou Paris, où là, ça prend beaucoup plus de temps, et vice-versa. Ça veut dire que pour ceux qui sont de Lille ou d'Amiens, venir jusqu'au sud de l'Oise, c'est compliqué sans véhicule, sans être autonome en termes de véhicules. Donc la mobilité n'est pas un point fort de la région en termes d'axe central vers les actions politiques de la région, c'est-à-dire vers les décisions d'Amiens ou de Lille, alors que Paris est naturellement beaucoup plus accessible. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour rencontrer et pour échanger aussi avec Jörg Langhans, qui va se présenter. Je vais lui laisser évidemment un temps pour se présenter, mais pour déjà vous présenter donc, ces quelques notions, en fait. Jörg est né à Bonn en Allemagne en 1966. Il vit et travaille à Angers depuis à peu près 14 ans. Il a été diplômé en 91 de l'École nationale des beaux-arts de Paris. 98-99, il a été boursier de la ville de Paris, donc à Casa de Velasquez à Madrid. Et 99-2000, il est membre de la section artistique de la Casa de Velasquez à Madrid. Aujourd'hui, l'artiste est représenté donc par la galerie La Forest d'Yvonne. Et il y a cette phrase qui est très intéressante, et je suis sûre que Jörg pourra nous en parler. Le tableau, pour moi, est devenu à partir de ce moment, et ce moment, vous allez nous en parler, l'espace symbolique d'une unité rêvée. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Jörg. Je reprends donc la main ici. Voilà. Jörg, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Et est-ce que c'est le cas dans le sens inverse aussi? Oui. D'accord. Voilà, merci d'abord pour l'invitation. Et donc, je suis très heureux de participer à ce premier atelier. C'est ma première visio. Donc, voilà, soyez indulgents, s'il vous plaît, si il y a un moment, je fais une fausse manipulation où je raconte des bêtises. Donc, je suis né effectivement en Allemagne en 1966, à Bonn et en Rhénanie, et où j'ai grandi, et dans une famille pas du tout intéressée par l'art. Et j'ai fait, en fait, à l'âge de 18 ans, une rencontre décisive en venant à Paris un peu par hasard. J'ai rencontré un artiste dans son atelier. Et c'était la première fois pour moi que j'ai vu ce que c'était un atelier. Et en espace de quelques minutes, en fait, j'ai décidé de devenir peintre.
alors que rien me prédestinait à faire ce métier, si on peut appeler ça un véritable métier en fait. On peut en parler après. J'ai vu une palette, j'ai vu des tableaux au mur que je ne comprenais pas, mais j'ai su que c'était des fenêtres, hein, et c'était des fenêtres sur le monde. Et c'était cet élément-là qui me manquait dans ma vie de jeune homme, qui jusque-là m'amenait plutôt à faire des études plus classiques. Ma mère était infirmière et j'ai passé beaucoup de temps dans les urgences de Bonn pour aller la chercher, etc. Et j'avais envie de devenir médecin. Et je voulais devenir chirurgien parce qu'il me semblait que c'était la chose la plus belle, la plus noble de sauver des vies. Sauf que j'étais très mauvais en maths, médiocre, et cette idée, donc, je l'ai abandonnée à peu près à 17 ans, voilà, parce que je ne me sentais pas capable de faire ces études-là. Et cette rencontre à Paris, donc, m'a décidé en rien de temps de m'engager dans cette voie. Donc, je suis revenu en Allemagne à ce moment-là, à 18 ans. J'ai passé mon bac le plus vite possible pour pouvoir retourner à Paris, où j'ai passé ce concours d'école des beaux-arts. J'ai été accepté, alors que j'avais pas un dossier très solide, mais je pense qu'ils ont senti mon envie, mon engagement et ma passion pour l'art qui était encore toute fraîche, toute neuve. Et j'ai passé donc 5 ans à l'école des beaux-arts à étudier le dessin, la sculpture, beaucoup de gravure et la peinture, sans avoir rencontré pendant ces études un tuteur, un prof que je pouvais admirer ou avec lequel j'avais un dialogue suivi. Mais néanmoins, j'ai rencontré plein de gens différents. Et c'est plutôt dans cette diversité-là que je me suis formé et forgé, à la fois techniquement aussi intellectuellement. Après le diplôme des Beaux-Arts, j'ai vécu 5-6 ans à la campagne aussi, avec des amis. On avait investi une usine, un local qui était dans le Vexin, à peu près à la même distance que je me trouve maintenant, mais plutôt à l'ouest. Parce que là, en fait, en sortant de l'école des Beaux-Arts, la question se pose pour tous les étudiants, comment faire pour survivre, comment continuer à peindre ou à travailler, à faire de l'art dans un milieu urbain extrêmement cher et qui pour moi n'était pas accessible. Je ne pouvais pas payer un atelier, c'était impossible. Donc j'avais une chambre de bonne et j'avais trouvé cette solution un peu curieuse de partager un espace industriel abandonné à la campagne, où je faisais des allers-retours, mais j'ai vécu davantage là-bas. Donc ça a duré quelques années, donc c'était un moment très précaire au niveau de l'installation, parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y avait pas de commodité, mais ça m'a permis d'être en fait très libre et de continuer cette aventure. Et en 99, donc j'ai pu devenir boursier de la ville de Paris pour Madrid, à la Casa Velázquez, et ça a été renouvelé. Et c'est là où la première fois, donc j'avais déjà 35 ans à peu près, où la première fois je vivais en fait dans des conditions qui me permettaient de travailler à 100% tout le temps, sans me soucier plus que ça de comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire pour acheter du matériel, etc. Ensuite, je suis revenu en France et je me suis installé à Montreuil-sous-Bois, donc en région parisienne, très proche, avec le métro et toute la facilité en fait d'aller à Paris et de faire venir des gens. Et donc j'ai vécu là-bas pendant 5-6 ans. Et j'ai fait une deuxième rencontre encore beaucoup plus importante. J'ai rencontré ma compagne Isabelle Cavalieri, qui est artiste, et donc qui avait déjà un garçon à ce moment-là. Donc on a vécu ensemble dans cet atelier. Et quand on avait pris la décision de fonder une famille ensemble, donc de l'agrandir, l'atelier devenait trop petit pour 4 personnes. Et c'est à ce moment qu'il s'est posé la question comment faire. Donc on a trouvé finalement ici dans l'Oise, à Angy, une maison qui nous faisait rêver. On a atterri ici. Donc ça, c'est un peu pour le parcours dans les déplacements physiques. Donc voilà, on est là depuis 14 ans. Et maintenant, je vais peut-être vous parler plutôt de mon travail, de ma démarche artistique. Et voilà, donc juste pour vous dire déjà tout de suite,
moi, je suis toujours très gêné quand il faut résumer une aventure, parce que pour moi, l'art est davantage une aventure qu'autre chose. Et souvent, on demande aux artistes comment, voilà, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, la démarche artistique, on la réduit à quelques phrases un peu synthétiques qui sont, pour moi, voilà, toujours très frustrants. Il y a Matisse qui disait il faut se couper la langue quand on veut être peintre. Et, bon, mais si je suis ici, c'est que je ne vais pas le faire. Et je n'aime pas l'utilisation. Et j'accepte justement l'exercice de style, d'essayer de mettre des mots sur une aventure qui, justement, les mots ne suffisent pas. Je ne suis pas écrivain, je suis plasticien. Et pour moi, le travail de peinture est davantage une exploration, une expérimentation devant l'interrogation de la vie et les enjeux, en fait. Qu'est-ce que nous faisons ici? Les questions de sens, en fait, qu'on se pose, que je pense beaucoup d'êtres, la plupart des hommes se posent. Pourquoi nous sommes ici? Et l'art est pour moi une façon d'explorer tous ces champs des possibles. Et j'organise mon travail en quelque sorte par cycle. Et ces cycles, ils peuvent être plus ou moins longs. Un des cycles que j'ai envie de présenter, de partager avec vous ici, c'est le travail que j'ai mené donc, ici même à Angy sur les écorces. Et il y a une amie qui est monteuse et qui fait donc des documentaires, qui a fait une toute petite incursion de 3 minutes et quelques dans mon atelier, je pense que c'était en 2014-2015. Voilà, donc Clacombe a fait une petite vidéo, et si on peut partager cette vidéo maintenant, peut-être ça sera voilà, après l'occasion de parler un peu plus en profondeur. Par contre, là, je n'ai pas la main. Donc, c'est à vous de... Merci, Jörg. Est-ce que je coupe maintenant de nouveau le son ou je coupe? Alors, c'est vrai, nous aussi, on expérimente aussi avec Teams et on essaye donc de trouver les moyens les plus faciles pour vous montrer donc les œuvres des artistes. Et la vidéo en question ne pourra pas être partagée sur l'écran, donc on vous propose un lien. Les écorces, ça a commencé déjà il y a maintenant pas mal d'années. Je crois que c'était en 2006. Tout à fait par hasard, je me promenais en forêt. C'était l'automne, début de l'hiver, je crois, et c'était sombre. Et j'ai vu dans la forêt, assez loin, quelque chose de lumineux au sol. C'était très intriguant par ce temps un peu sombre. Et en m'approchant, je me suis aperçu que c'était des bouleaux qui étaient déracinés, qui jonchaient par terre. Et la blancheur de ces écorces, c'était très très lumineux, c'était magnifique. Et en même temps, l'ensemble composait un tableau, j'ai envie de dire, assez désolant. Et ça me faisait penser au désastre de la guerre de Goya. Donc c'est cette série de gravures et des dessins que j'ai toujours admiré et dont j'ai toujours rêvé faire quelque chose à ma modeste échelle, mais un équivalent, mais que je n'ai jamais réussi. J'ai enlevé donc certaines de ces écorces, je les ai ramenées à l'atelier, et puis ils sont restés là, dans un coin, accrochés, certains accrochés au mur, et voilà, et je suis finalement passé à autre chose. À un moment donné, ce sujet de l'écorce s'est imposé, et je sentais que j'avais quelque chose à faire avec cette matière, qui n'était pas seulement une matière, qui n'était pas seulement une surface, mais qui avait une autre histoire à raconter que je ne connaissais pas. Il y a une forme de renversement. Comment se fait-il que la membrane, l'extérieur, a cette solidité et ce qui fait l'ossature n'a aucune consistance? Est-ce que tout ça, ce n'est que du vide? Est-ce que ce n'est que la surface? Est-ce que cette métaphore de l'arbre debout, si puissant, si beau, une fois par terre, il n'y a plus rien, il ne reste plus que cette écorce. En parlant du vide et du plein, c'est vrai que la thématique du sujet de la vanité dans la peinture est certainement présente quelque part. En fait, ce thème-là, il est présent depuis très longtemps dans ma peinture.
Et j'avais l'impression, en travaillant sur les écorces, ce sujet-là, il était comme, je ne sais pas, à l'arrière-fond quelque part. Il était présent aussi. Le monde est-il creux? Est-il vide de sens? Ce qui nous renvoie à l'absurde, au sujet, à la thématique, à la grande question de l'absurde, traitée tellement bien par Camus. Les écorces, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là à l'atelier. Et je les peins et je découvre à chaque fois quelque chose de différent, de nouveau. Et je sais que c'est pas fini. Alors, pour continuer un peu sur la même lancée, donc c'était une première immersion en fait. Donc, dans mon atelier, il y a 6 ans à peu près. Je vais, si vous voulez bien, partager donc mon écran et vous emmener faire un tour sur mon site pour essayer de vous parler un peu de mon travail. Est-ce que je peux y aller? J'ouvre le bac, voilà. Allez-y. Et donc, je crois que je sais ça. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné. Oui. Donc, voilà, nous sommes maintenant sur mon site internet. Et ici, j'ai envie de vous emmener donc, au cœur du site, qui est le travail. Et là, vous voyez comment mon travail s'organise donc, par série. Là, il y a des bouches, le moment de fragilité. Là, les écorces, on les retrouve ici. Et voilà, donc je peux vous montrer donc quelques images de cette série des écorces. Et je vais vous lire tout simplement un tout petit texte qui est une note d'atelier qui se trouve dans un endroit du site qui s'appelle le blog. Donc, voilà, ici. Où en fait, je mets à disposition des choses que j'écris en parallèle à mon travail, parce que cette pratique artistique, en fait, quotidienne, elle soulève beaucoup de questions. Et ces questions, par moments, il faut que je les formule d'une façon la plus claire possible. Les dernières notes portent sur le portrait et les interrogations qu'elles ont soulevées. Et une des notes donc, portait sur des écorces. Donc c'est un peu plus bas, je déroule l'écran. Donc c'est celle-ci. Et je vais essayer de vous la lire, parce qu'elle me semble assez significative pour l'ensemble. Pendant presque une dizaine d'années, j'ai travaillé essentiellement à partir de quelques écorces de bouleau. Je suis donc un mec qui a passé une partie importante de son temps à peindre des écorces. J'en parle aujourd'hui au passé parce que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Après 10 années, quand même, ça me paraît un peu fou maintenant que je l'écris. Au début de ce travail, je ne savais pas ce que je cherchais. Je sentais simplement que ces écorces avaient quelque chose à me raconter. Peu à peu, je comprenais que ces fragments arrachés étaient importants pour moi et j'ai ensuite essayé de faire dire à ces fragments d'arbres arrachés ce que je ne pouvais dire autrement sur mon véritable sujet, c'est-à-dire l'homme, la peau, l'éphémère, le fragile. Je ne voyais pas d'autre chemin pour parler de ce qui m'apparaît comme l'absurde condition humaine. À l'atelier, j'écoute beaucoup la radio. La radio, avec sa litanie de désastres quotidiens, et je ne pouvais faire autrement que de penser à ces morts anonymes là-bas en Syrie, en Irak, au Yémen et ailleurs. C'était oppressant et c'est l'est encore souvent. La simultanéité de nos vies, ici et là-bas, cette grande loterie d'être né quelque part, et ces injustices insupportables, avec mes écorces, entre guillemets, arrachées, j'avais l'impression de pouvoir dire néanmoins quelque chose sur la violence infligée aux hommes par ces J'avais l'impression de pouvoir dire, j'avais l'impression de pouvoir les dire sans tomber dans la dénonciation bienfaisante. Que faire et comment faire quand on n'a qu'un pinceau à la main?
Donc cette dernière phrase me renvoie à un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hölderlin, et qui avait écrit un poème épique magnifique qui s'appelle Wozu dichten, c'est-à-dire à quoi bon les poètes. Donc en disant, voilà, à quoi bon les poètes. Et cette question-là, c'est une question qui, je pense, beaucoup d'artistes se posent régulièrement. Et je ne suis pas du tout un artiste qui a un engagement politique ou je ne sais pas quoi. Mais néanmoins, toutes ces questions me traversent, et j'essaye de les explorer avec mes moyens simples, qui sont des moyens très primitifs, c'est-à-dire il y a un pinceau et des outils qui sont des outils millénaires et des outils que tout le monde connaît. Et c'est à partir des choses si simples que j'essaye en fait d'apporter quelque chose et de continuer cette grande aventure dans laquelle l'art s'inscrit depuis les premiers hommes, depuis la première empreinte dans les grottes en fait. Et bien sûr aujourd'hui à l'art numérique, à l'art des technologies, cette pratique ne va pas de soi. C'est une pratique qui en fait qui a qui prend des formes diverses, mais qui peut parfois paraître déconnectée par rapport à l'avancée des technologies, des possibilités qu'elles nous offrent. Mais j'ai néanmoins l'impression que cette pratique simple nous permet en fait de réfléchir aussi sur ce que c'est le temps du partage, le temps du regard, le temps de notre corps, de notre temps ici. Et le faire même de la peinture, l'exercice, c'est un métier de patience et c'est un métier d'observation, de remise en question constante. Et je pense que cette aventure, elle a encore des choses à nous dire. Et quand je essaye de faire, par exemple, le portrait de quelqu'un, dans cet échange, dans cette altérité avec l'autre, il se passe des choses qui ne se passent pas quand je suis juste avec un appareil photo ou avec une caméra en train d'enregistrer des images. C'est parce qu'en fait, quand l'œil s'entretient avec la main, l'esprit vagabonde et donne un espace, ouvre un champ qui est l'imaginaire. Et dévisager l'autre, c'est aussi l'envisager autrement et l'imaginer autrement. Et ce champ-là, poétique pour moi, est une des choses importantes de l'art. Et c'est comme ça je vois mon métier que j'ai du mal à qualifier comme métier parce que c'est une aventure qui se construit au jour. Le fait de vivre, par exemple, ici à Angy, dans ce tout petit village, c'est pour revenir un peu sur notre sujet. Quelque chose, bien sûr, qui moi aussi, par moments, me questionne parce que mon environnement proche, mes voisins ici, les gens que je rencontre, les gens avec lesquels je fais du vélo avec un groupe, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'art, apparemment, mais j'entends des gens parler et quand ils me questionnent sur ce que je fais, et quand je leur parle de ce que je fais, je rencontre évidemment beaucoup d'incompréhension, et c'est bien normal. Et les quelques personnes qui suivent un peu sur Instagram ou sur Facebook un peu mes activités en sont très surpris parce qu'ils sont absolument déconnectés bien sûr de l'art contemporain et ce que je fais leur paraît complètement délirant presque. Donc vous voyez, c'est une situation à la fois, c'est une grande chance d'être ici, je pense, pour un artiste, parce que nous sommes, comme vous l'avez souligné, si proches de Paris. Et en même temps, dans les échanges que nous avons ici, au quotidien, il y a beaucoup d'incompréhension. Et c'est depuis 14 années que nous vivons ici. On a rencontré très très peu de gens sur le territoire, donc dans notre environnement proche, qui ont montré de l'intérêt. C'est pas très grave en soi, parce que les artistes sont des gens qui vivent d'une façon assez autoconfinée et très indépendants, et on est
très, très jaloux de cette indépendance et de cette solitude même, parce qu'elle est nécessaire pour créer. Mais il est aussi nécessaire de temps en temps d'avoir un retour, d'avoir un échange. Et créer ces échanges-là, et peut-être dans ce territoire d'entre-deux, pas si évident que ça, alors que les transports, etc., ou les réseaux sociaux maintenant donnent peut-être une illusion un tout petit peu que les choses sont finalement très accessibles. Voilà. Bien, je peux vous demander juste de couper le partage d'écran. Non, non, vous inquiétez pas, on va juste prendre un temps peut-être pour prendre quelques questions. J'ai coupé, je ne sais pas si c'est... C'est parfait. Très bien. Parce que c'est vrai, vous nous avez parlé de Montreuil tout à l'heure, et ce qu'on aimerait savoir, c'est cette rupture justement avec l'effervescence parisienne. Est-ce que ça a été aussi un élément qui vous a inspiré après, à la suite, dans votre œuvre? Est-ce que ça a été peut-être interprété d'une certaine façon par vos pairs? Est-ce que vous avez réussi à conserver des amitiés? Est-ce que quelle a été cette rupture, en fait, si... C'était déjà une rupture volontaire, décidée de notre part. Ah non, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Ça marche. Donc c'était une décision qu'on avait prise. Donc, moi, j'avais déjà vécu cette expérience de vivre à la campagne avant. Isabelle, ma compagne, donc pas du tout, en fait. Hein. Donc c'était un pari un peu risqué. Et pour moi, personnellement, ça a été plutôt bénéfique au niveau de mon travail de création. Parce qu'il y a une partie de mon travail qui est très ancrée dans cet échange avec le paysage, avec l'extérieur. Donc ici, je suis dans un environnement qui me convient parfaitement. Il y a des forêts magnifiques. J'y vais souvent travailler. Et, la mer n'est qu'à 1h30. Donc c'est une très grande richesse. Même la plaine picarde, betteravière, etc., beaucoup de gens la trouvent extrêmement moche et ennuyeuse au possible. Cette désolation m'enchante, même en hiver, et j'aimerais pas y vivre constamment, mais j'y passe très souvent. Et même dans cette violence de l'horizontalité du paysage, il y a pour moi un espace qui est possible. C'est pas pour rien qu'on a construit les cathédrales les plus hautes. Voilà, donc c'est un territoire, un paysage, ce sont des paysages très différents, très divers, qui me parlent énormément et qui ont certainement enrichi considérablement mon travail. Donc j'en suis très heureux. Quant aux échanges avec le monde donc, culturel et parisien, il est plus difficile, bien sûr, en étant ici. Après, les gens qui viennent à l'atelier, ce sont des gens plus motivés, tout simplement. C'est des gens qui ont vraiment envie. Donc, ce ne sont plus les mêmes échanges faciles. On va dans un bistrot à Montreuil, je ne sais pas quoi. Il y a plein d'artistes qui y habitent. Hein. J'avais des voisins artistes au-dessus, en dessous, à côté, partout. Donc, on pouvait se trouver au bistrot, discuter. Les projets pouvaient se faire ou pas se faire suivant les affinités autour d'un verre, tout simplement. Et donc, c'était très improvisé. Ici, il faut mettre entre guillemets une stratégie en route pour rencontrer les gens, pour les solliciter. Et je suis certainement un très mauvais exemple parce que je n'ai jamais été très communicatif. Le fait d'être ici, ça me paraît presque incongru pour mon parcours. Mais j'en suis très content, mais c'est très curieux. Et dans les territoires même, ici, dans les villages même, j'ai pu participer 2 fois, en fait, tout simplement à des expériences précises. Une fois dans une crèche, où on m'a invité en tant que peintre de faire un travail avec des enfants. Ça a été une expérience formidable parce que la directrice de la crèche qui m'avait sollicité était une femme très curieuse et qui m'a laissé libre main pour emmener les mômes dans une aventure qui a abouti à un travail riche et magnifique. Et après, j'ai eu une deuxième expérience qui était complètement ratée à mon goût. On m'a sollicité, pareil, travailler avec des enfants, mais un peu plus grands, dans une école primaire. Donc, notre fils, le dernier, était dans cette école. Et j'ai proposé de faire une fresque
dans la cour de l'école, il y avait un mur magnifique qui s'y prêtait. Eux, ils avaient une thématique imposée, etc. Et donc, que j'ai pris au vol et j'ai travaillé avec des enfants du village, donc avec une centaine d'enfants, pendant plusieurs semaines sur ce projet. Pas tout ça gratuitement, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de sous pour ça, mais ça, c'est pas grave. C'était quelque chose que je faisais volontiers. Ils ont fait une fresque magnifique, sauf qu'à la fin, il y avait une inspection. Donc, l'inspecteur de la région est venu et les maîtresses ont pris peur parce que ça ne correspondait pas à l'image de ce que elles imaginaient qu'il fallait donner de la nature. Donc, ils ont effacé ce mur, ils l'ont repeint. Ils ont imposé aux enfants de dessiner des nymphéas d'après des photos et de faire quelque chose d'absolument convenu et qui correspondait ni à leur âge, ni à leurs envies. Tandis qu'avant, ils ont vécu quelque chose qui était, à mon avis, une vraie expérience de liberté que la plupart ne pourront plus jamais vivre. Et ça m'a rendu d'abord malheureux de constater ça et assez furieux aussi qu'on pouvait, en fait, ces Mozart assassinés, en fait, tous ces mômes-là qui ont pu s'exprimer, qui étaient très fiers, en fait, on a effacé ça. Et donc, ça montre quelque chose. Ça montre que c'est un territoire à la fois magnifique, avec une richesse incroyable, et en même temps avec des manques terribles. Parce que les gens, je ne sais pas si c'est dû à nos territoires, je ne pense pas, mais aussi peut-être quand même, il y a une forme de misère et d'ignorance culturelle, alors que nous sommes si proches de la capitale. Et nous sommes si proches, effectivement, d'Amiens. Il y a des musées, il y a Chantilly, il y a une collection exceptionnelle, sauf que les gens ne vont pas le voir. Et je ne parle même pas de l'art contemporain. Là, on est encore vraiment ailleurs. Et beaucoup de jeunes ici ne sont jamais allés à Paris. Jamais. Et alors que nous sommes ici à 1 heure de Paris, même pas. Vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça commence, comme tout, j'imagine, par l'éducation et par l'information, essayer de faire circuler les gens, essayer de leur donner la possibilité d'accès à la culture, à leur culture pour commencer, parce qu'il y a déjà le patrimoine des églises, des bâtiments, il est très riche, le patrimoine industriel aussi, il est très riche. Déjà de faire vivre ça, déjà, pour les amener, pourquoi pas, à un moment donné à un autre, à l'art contemporain, par des acteurs qui habitent sur les territoires et qui sont peut-être prêts à s'investir. J'ai une question d'ailleurs pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à cette fresque. Quelle a été la réaction aussi des parents, puisque vous avez fait ça avec des enfants, une centaine d'enfants? J'imagine que donc le village, la ville a dû s'impliquer aussi. Et quels ont été les retours directs par rapport au fait de repeindre comme ça un projet qui a été fait sur des semaines? Oui, c'était en 2 temps. Il y a une fois que la première fois que la fresque a existé, etc., il y avait donc les gens qui découvraient chaque mot montrait voilà, la partie de la fresque. Chacun faisait un nymphéa. J'avais demandé à chacun de peindre un nymphéa comme on peint un visage, comme un autoportrait, à travers, parce que le sujet c'était le nymphéa, à partir de mon nez. Et je leur avais proposé, au lieu de peindre une fleur à partir d'une photo, je leur avais dit, voilà, imaginez une fleur. Imaginez que c'est votre visage, c'est vous. Donc il y a des enfants qui ont fait des choses tout petites, très délicates, et d'autres qui ont fait des choses absolument énormes, etc. Donc ça donnait quelque chose. J'ai ensuite harmonisé, essayé de faire en sorte que ça fasse un ensemble, pas une cacophonie. Donc les enfants ils ont montré, ils étaient très fiers, et après ça a été effacé. Et après ça a été recommencé, et voilà, donc il y a eu des gens qui ont pas compris, qui ont dit mais pourquoi on a effacé pour faire autre chose, et d'autres qui je ne sais pas, j'ai pas eu de retour. Je sais juste qu'il y a eu des enfants qui ont pleuré. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça, ça existe. Jörg, je pense que ça révèle aussi un fonctionnement finalement méconnu. C'est-à-dire que on est peut-être plus encore dans ce territoire, mais c'est vrai que je crois que notamment dans l'éducation, si
un projet n'est pas inscrit dans un dispositif de l'éducation nationale ou du 1% artistique ou voilà, porté par une collectivité, eh bien finalement, on a tous les droits sur ce projet et dont celui de le détruire. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vraie... et c'est en cela qu'il me semble important de pouvoir à la fois identifier le moment, et ça, on va vous poser la question, c'est-à-dire à quel moment une collectivité s'est rendue à votre atelier, entre le moment où vous êtes installé et aujourd'hui, à quel moment avez-vous pu rencontrer une fois un maire, le département, la DRAC, la région, voilà, des personnes qui ont pu vous identifier, parce que ça, par rapport aux 14 années sur Angie, c'est intéressant de le savoir. Et puis aussi, finalement, c'est très révélateur, justement, de ce côté très conservateur de la population qui a besoin de l'aval d'une décision politique pour accepter ce qui pourrait être un acte libre de création. Donc, on est dans une contradiction parfaite, mais c'est aussi la raison pour laquelle ce collectif culturel de proximité est nécessaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, amenée autrement, l'œuvre aurait pu peut-être ne pas être détruite. C'est-à-dire que si l'éducation nationale, si la région, si ça avait été un projet 1% artistique, tout simplement, voilà, tout simplement. Tout à fait. Et ça, c'est parce que les collectivités, à un moment donné, ont manqué quelque part. Parce que là, vous avez fait un acte généreux et derrière, oui. Qu'on ne veut pas vivre, parce que il n'y a pas l'adhésion des publics. Mais c'est tout simplement parce que la collectivité n'a pas fait son job dans ce cas-là. Bon, c'est des choses comme ça qu'on constate sur le territoire, ou alors des œuvres du 20% qui peuvent être, elles, effacées aussi, juste parce qu'on ne sait pas qu'il y a une œuvre. Hein. Dans des collèges, des lycées, ça existe aussi. Hein. On vient passer un coup de peinture pour rénover un bâtiment et on détruit une œuvre. Voilà. Mais pouvez-vous nous dire, Jörg, alors juste pour revenir sur votre installation à Angie, alors on a bien compris que c'était une décision de couple. C'est ça. Vous arriviez déjà avec femme et enfant, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ça, je pense que c'est un critère important aussi quand on s'installe dans un territoire un peu éloigné. Et puis, on a évoqué aussi la place nécessaire pour l'atelier. Vous aviez déjà cette habitude-là, vous avez besoin d'espace et les moyens financiers pour financer ces espaces, tout simplement. Ensuite, c'est vrai que ce qui peut nous intéresser aussi, donc c'est à quel moment les collectivités sont venues vous voir, par exemple, à l'atelier, et puis à quel moment votre galerie est venue à l'atelier. Alors, donc les deux choses, donc par rapport ici, les deux expériences que j'ai eues, là, donc c'était la crèche, ça s'est fait tout de suite, presque en arrivant par hasard, puisque j'ai discuté avec la directrice de la crèche, elle m'a dit, vous êtes peintre, l'année d'après ou 2 ans après, on a fait ce projet et ça s'est fait tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé par l'art et qui comprenait que je pouvais leur apporter quelque chose. Et bon, j'étais le seul peintre qui était dans le coin, dans le village même, et j'étais disponible. C'est-à-dire, je me suis rendu disponible semaine après semaine pour travailler avec les tout petits. Et ça a été formidable. Et après, cette expérience plus malheureuse de la fresque effacée, pour le dire comme ça simplement, c'était, je sais pas, 8 ans après, donc l'enfant grandit et dans une autre école, etc. Et là, c'est dû au simple fait de l'ignorance, en fait, d'une personne, c'est tout, ça tient qu'à ça. Après, par rapport... Le département ou la région, à un moment donné, sont venus vers vous? Alors, le département, région, en fait, c'est très récent, c'était il y a 2 jours, 3 jours. Donc, c'est dû au fait, tout simplement, que j'ai fait un dossier pour cette acquisition. J'aimerais bien que vous partagiez votre expérience par rapport au dossier, justement. Quelle était votre... Voilà, quelles étaient vos craintes par rapport à cette candidature éventuelle? Alors, donc ça faisait 14 ans que je vivais ici déjà, et je sais bien sûr, que le FRAC, TRAC, tout ça, ça existe. Voilà.
Mais tout simplement, j'y ai pas pensé. Je pensais pas que c'était pour moi, pour un artiste, c'est-à-dire qui a une pratique classique. Je pense que c'était un milieu, un entre-soi, le drac, les fracs. Je pensais que c'était des gens qui sollicitaient que des gens de leur environnement proche. Et donc, j'avais jamais pensé à poser ma candidature, à demander au comité d'acquisition de regarder mon dossier. Et c'est tout à fait par hasard. Et c'est grâce à ma compagne Isabelle qui m'a dit tiens, il y a quelqu'un qui est arrivé dans cette région qui est nouveau et qui a peut-être envie de faire autrement. Donc, du coup, j'ai mis en route ce dossier et j'ai eu très heureuse surprise d'avoir eu, donc, il y a quelques jours, une visite d'atelier, un petit frac Picardie et de la DRAC, etc. Donc, c'est une première prise de contact pour moi avec les acteurs culturels de la région. Et c'est une chose, c'est vrai qu'il a mis 14 ans à arriver, mais c'est dû aussi de mon fait. C'est pas, je ne reproche pas aux gens de ne pas me connaître, je ne me suis pas fait connaître. Donc c'est un peu normal, mais ce qui est significatif, c'est que quelqu'un comme moi n'a pas pensé en fait à rentrer en contact avec les acteurs de la culture. Il y a quelques années, j'ai fait une fois une démarche, c'est vrai que je me rappelle maintenant, je suis allé voir quelqu'un à Beauvais, dans un musée, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, Mouba, ou je ne sais plus. Je ne sais plus. Et donc, j'ai demandé en fait de rencontrer la directrice et de proposer quelque chose, une exposition, puisque j'habite pas loin, et j'ai jamais eu de retour. On n'a même pas pris la peine de me répondre, de répondre à mes envois de catalogue, etc. Donc ça, c'était une expérience négative qui a peut-être fait aussi après que je n'ai jamais essayé de faire autre chose, puisqu'il n'y avait pas de réponse de ce côté-là. Mais évidemment, chaque acteur est différent et j'ai mis un peu tout le monde dans le même sac, entre guillemets, et en pensant que voilà, je vais continuer à vivre, à créer en dehors de ces institutions, en me projetant à Paris ou ailleurs, mais pas en attendant quoi que ce soit de la région. Voilà. Et donc là, c'est très récent, où j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et les tropismes de Paris, qui existent pour tous les artistes qui sont dans ce territoire entre deux, si proche de Paris, c'est pas le seul endroit où on peut donc créer et avoir un retour. Personnellement, je trouve que c'est une chose importante. Et donc, ce qu'on comprend aussi sur votre processus créatif, c'est que finalement, l'environnement nourrit votre processus aujourd'hui. Mais c'est un processus que vous pourriez retrouver dans une autre région. Alors, oui, c'est-à-dire, je suis né ailleurs, je viens d'ailleurs, d'une autre culture, etc. Et j'ai vécu dans un autre pays, et je me retrouve aujourd'hui ici, par hasard, quelque part. Et sauf que j'ai fait aussi des racines ici. En 15 ans, on fait des racines et on commence à aimer l'endroit, on commence à s'attacher à cet endroit. Je commence à le connaître assez bien et mon travail était bien sûr influencé. Je n'aurais pas fait les mêmes choses en étant, je ne sais pas, en continuant à vivre par exemple à Madrid. Un travail qui était différent. Et si j'avais continué à vivre en banlieue parisienne, à Montreuil par exemple, j'aurais travaillé davantage sur un espace urbain plus dur. J'avais fait beaucoup de dessins, beaucoup d'œuvres là-bas qui avaient un lien avec cette ville tentaculaire, etc. Et, en venant ici, mon travail, bien sûr, a trouvé d'autres sources d'inspiration et qui sont liées à ce que j'appelle le journal du paysage, où j'essaye de trouver une écriture du paysage qui nourrit mes réflexions. Donc les écorces, je travaille sur le boulot. Pour donner un exemple, je ne l'aurais jamais réalisé ailleurs. C'est parce que tout simplement cette forêt, elle existe à côté et voilà, elle a fait écho à quelque chose que je portais peut-être ou certainement en moi déjà, mais les déclencheurs venaient de là. Donc c'est le lieu où nous vivons, pour moi en tout cas le lieu où je suis, a une importance à la fois capitale, parce qu'il est le déclencheur de quelque chose, d'une émotion possible,
Et en même temps, il est aussi le fruit du hasard. Donc, le hasard a fait que nous sommes retrouvés ici, dans cette région. Et, avec une proximité néanmoins avec votre marché, c'est-à-dire que vous avez l'environnement qui contribue à entrer, à nourrir votre processus créatif, mais vous n'êtes pas aussi isolé que si vous étiez bien plus loin et pas isolé de votre galerie, par exemple. Vous y allez, la galerie vient fréquemment, vous allez fréquemment sur Paris ou, comment gérer les flux là, avec la galerie, avec il se trouve que donc, ces relations avec Paris et avec le monde de l'art, des galeries professionnelles, est une relation, mais c'est très personnel, pour moi un peu compliqué, parce que c'est un milieu, voilà, où en fait le nerf de la guerre c'est l'argent, c'est la vente, etc. Et alors que ma recherche, ma quête, elle est complètement elle n'est pas en relation avec ça. Donc je coche pas les bonnes cases en fait, entre guillemets. Et le galeriste qui me suit le plus, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand, qui habite même en Bourgogne, qui s'appelle Bruno Maury. C'est un type formidable. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Il vient plus souvent à mon atelier que ma galerie parisienne. Voilà, donc, mais ça, c'est une histoire d'humains qui s'entendent plus ou moins bien. Donc, bien sûr que je vais à Paris et ils peuvent venir ici. Ça a du sens par rapport à cette relation qu'on pourrait développer sur des territoires décentralisés. C'est-à-dire que là, votre contact privilégié, il est lui-même décentralisé. Donc, oui. c'est une question centrée sur la capitale et avec des acteurs en surnombre qui oui. Développent autre chose. Aujourd'hui, il y a de la place pour sans doute un marché parallèle, entre guillemets, en lien évidemment avec la capitale. On ne va pas supprimer du tout. C'est la porte aussi vers l'international, comme vous le faites. Mais c'est vrai que des acteurs en région peuvent nourrir et tisser un lien peut-être un peu plus naturel avec vous, quoi. Voilà, parce qu'il y a des contraintes qui sont les mêmes. Alors, je pense que c'est aussi une histoire de désir de travailler ensemble. C'est bon, peut-être avec une autre galerie, ça se passera autrement. Et, en effet, avant, j'avais une autre galerie qui, elle venait très souvent, très régulièrement. Donc, c'est une question d'intérêt et voilà, c'est tout, des priorités. Il est très facile de venir ici. Bon, donc, franchement, c'est plus une question de priorité, à mon avis. Est-ce que vous auriez des liens avec Lille ou même Bruxelles, des liens directs? Alors, sincèrement, non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai failli, justement, normalement, avant. Enfin, il y avait des expos prévus à Bruxelles, mais c'était un lien qui était passé par Paris, par la galerie. D'accord. Ça ne s'est pas fait pour des raisons, je ne sais pas, qui m'échappent un peu. Mais effectivement, vu le lieu ici, ça sera assez naturel, en fait, et vu mes origines, de m'orienter aussi sur la Belgique, évidemment, et sur l'île qui est intermédiaire. Ça ne s'est pas fait pour l'instant. Et alors, j'ai une question bête. Je ne sais pas si on a du temps encore. Il n'y a pas de question bête. Quand on choisit une ville, moi, je sais que ça m'est arrivé, de ne pas vouloir habiter dans une ville qui portait un nom qui ne me plaisait pas. Et connaissant voilà, votre nationalité et donc la dimension internationale de votre culture, votre attache aussi aux mots, à la poésie, voilà, à la création vivante, je voulais savoir si vous ne faisiez pas un lien un peu éloigné, hein, j'en conviens, mais moi, je ne sais pas pourquoi, en vous écoutant avec Isabelle la dernière fois, j'ai pensé à Angie. Ah, oui, voilà, effectivement, oui. On y a pensé aussi, hein. On y a pensé aussi, Estelle, oui, c'est vrai, oui, effectivement. Et là, oui, en plus, c'est la clé du succès quand même. Ouais, c'est formidable. C'est formidable. Ça porte peut-être chance, je ne sais pas. On peut l'espérer.
pour notre part, dans l'Oise, il y a un autre village. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un artiste qu'on va rencontrer bientôt dans ce village. Ce village s'appelle Oignon, pardon, mais ça ne sonne pas de la même façon. Non, c'est moi glamour. Et voilà, Angie, moi, ça me parle. Et je me dis, il y a quand même quelque chose d'un peu rock dans ces deux personnages. Et je trouvais que ça vous allait très, très bien. Donc, voilà, je voulais faire ce lien. Parce que je crois que quand on trouve un peu nulle part, on se raccroche à ce qu'on peut aussi. C'est-à-dire que vous avez un projet familial, artistique, un développement à venir, vous avez envie de poser vos fondamentaux, enfin vos bases, quelque chose qui vous plaît malgré tout. Là, il y avait l'atelier, mais il y a une poésie dans cette installation. Il y a une poésie, c'est vrai, oui, mais la poésie, on le rencontre partout, on peut le rencontrer partout, même si parfois il y a des villages qui ont des noms qui s'y prêtent pas beaucoup. Mais on peut en jouer aussi, peut-être. Ah oui, j'ai toujours pensé qu'il faut tirer le profit, entre guillemets, de là où nous sommes et de ce que nous vivons. Parfois, on ne décide pas, parfois, on choisit. Souvent, on ne choisit pas dans la vie. Et beaucoup de gens ne peuvent pas choisir. Et on a eu la chance de choisir ce lieu. Mais à d'autres moments, je n'avais pas ce choix-là. Et j'ai essayé de tirer aussi profit des endroits qui étaient curieux. J'ai habité avant à la campagne dans un endroit qui s'appelait le Clos de Char. Donc, les villageois là-bas, ils m'appelaient le clochard. Et j'ai trouvé ça très bien. Ça m'allait aussi. Et vous avez parlé de cette mobilité créative, c'est-à-dire votre atelier mobile quand vous partez avec votre véhicule dans les différents paysages. Vous pouvez nous développer un petit peu cette expérience, le processus créatif que vous mettez en jeu à ce moment-là? Si vous voulez, je ne sais pas, je peux faire un partage d'écran, montrer quelques photos, si vous le souhaitez. Oui, alors j'ai juste une question en fait qui vient des participants. Si on peut y répondre avant de montrer aussi le reste de vos œuvres. Alors, je cite donc Allemagne, Espagne, France. Est-ce que l'artiste pense que le monde culturel est centralisé dans les grandes villes et capitales, ou que la France uniquement dispose de cette coupure culturelle entre capitale et province? Est-ce que vous voulez que je répète ou ça? Non, j'imagine que j'ai compris le sens de la question. Non, effectivement, en France, l'expérience que j'ai, en tout cas très modeste, mais à mon échelle, mais c'est la France est très centralisée, voilà, c'est tout. Et qu'en Allemagne, évidemment, par la structure même, et l'Espagne, c'est la même chose, organisée en région, il n'y a pas un centre, il y a des centres. Bien sûr que Berlin, etc., en Allemagne et Madrid ou Barcelone sont des villes très, très, très fortes, mais dans toutes les régions, il y a des centres d'art qui sont extrêmement actifs. Et j'avais l'impression, en tout cas, qu'en France, malgré cette politique culturelle depuis Jacques Lang, les draps, fracs, tout ça, le tropisme de Paris central reste quand même trop vivant, à mon goût. Voilà. Donc, mais effectivement, si on habite, je ne sais pas, en Allemagne, mais je viens de la Rhénanie, de Bonn, il y a, par exemple, Bonn, c'est pas une ville qui a la force qu'a Cologne, qui est juste à côté, à 25 km. Il y a un peu plus loin, il y a Düsseldorf, etc. Mais néanmoins, même là, à Bonn, il y a je ne sais pas combien de musées, des musées de taille absolument internationale. Et on ne rencontre pas ça en France parce qu'il n'y a pas ce développement indépendant en fait, culturel dans chaque région. Et en Espagne, j'ai vu des choses similaires à une moindre échelle parce qu'économiquement, c'est moins puissant. Mais en Andalousie, il y a des centres d'art extraordinaires et des artistes qui ont des soutiens de leur région. Il y a des concours, il y a des trucs, il y a des soutiens. Voilà, sauf qu'il y a beaucoup moins d'argent qu'en Allemagne. C'est ça la différence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, oui, merci. Je vais juste laisser passer un message aussi à tous les participants. N'hésitez surtout pas à poser vos questions aussi dans le chat, dans la conversation qui se trouve normalement sur votre droite. Et voilà, on prendra le temps d'y répondre après votre présentation, donc après la deuxième partie de votre présentation. Je vais donc
reprendre la main, partager mon écran et juste montrer quelques photos, si vous voulez bien, donc dans ce côté là que j'appelle l'atelier mobile. Donc, je vais essayer d'ouvrir ce dossier. Voilà. Hop. Je ne sais pas si ça marche. Là, j'ai devant moi, en tout cas, je ne sais pas si vous avez la même image. C'est une forêt. Le sol il est jonché de feuilles. C'était après une séance de travail au mois de décembre. Est-ce que cette image, vous la voyez aussi? Bon, je ne sais pas. Oui, on la voit très bien, merci. Ah oui, d'accord, ok. Très bien, donc je passe comme ça quelques images qui montrent un tout petit peu ma façon aussi de m'imprégner de mon environnement. Donc là, dans la forêt des Hesse-Froidement, qui est juste à côté de la maison, de l'atelier, j'ai fait cette séance de travail où j'ai pris quelques photos à la fin. Voilà. Et là, nous sommes donc un peu plus proche maintenant, c'était au printemps, donc je me promène avec cette espèce de minibus que j'ai aménagé, des grandes feuilles de papier que je monte sur des panneaux de bois. Et là, je me pose, là en l'occurrence en pleine forêt, et j'essaye de capter, en fait, j'essaye de capter sur place ce qui me touche, et j'essaye d'être au plus près du paysage. Et là, nous sommes donc je pense qu'au mois d'avril. Et je fais des allers-retours ainsi entre les choses dessinées, donc voilà, en pleine nature. Et ensuite, je ramène ces grandes feuilles qui font 1,64 m par 1,33 m. Je les ramène à l'atelier. Certaines feuilles, comme ça, je les retravaille. Je retourne sur place le lendemain ou 2-3 jours après, et j'essaye de nourrir ainsi un dialogue avec ces paysages qui m'entourent. Et donc en ce moment, je travaille sur le végétal. Voilà. Et je ne sais pas si ça a marché, je pense que oui. Ça a très bien marché. Ça marche, oui, d'accord. Donc là, je reviens peut-être vers vous. Le partage d'écran. Ah, je enlève le partage d'écran, d'accord. Alors c'est là, d'accord. La petite croix, parfait. Fantastique. Moi, quand vous me montrez ça, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vraiment eu le temps tout à l'heure de montrer justement aussi vos œuvres à Montreuil, parce qu'il y a un tel décalage aussi, et on voit comment est-ce que votre environnement vous inspire, et c'est flagrant. Et quand on parle d'installation et que vous reprenez justement toute cette attention du détail sur les feuilles et sur ce plancher aussi de feuilles mortes, on revoit aussi une même attention qu'on a pu voir sur les toits de Montreuil, avec toutes ces fenêtres aussi. Et je ne sais pas si vous pouvez aussi montrer cette série-là, pour avoir un comparatif. Alors, je refais un partage d'écran. Hop, et je vais voir si j'y arrive. Voilà. Donc, je retourne sur mon site et je vais dans la rubrique dessin après nature. Et là, on remonte dans le temps. Et ici, voilà, nous sommes en 2002, donc j'habite à ce moment-là à Montreuil-sous-Bois et je fais ce que je fais ici. Il se trouve que mon environnement n'est pas le même. Et je me promène dans cette banlieue. Ce sont des notes de paysages dans le 93, des aquarelles uniquement faites sur place. Et ce sont pas ce qui est un peu particulier, peut-être tous ces dessins ne sont pas du tout des projets pour des peintures à venir, mais ce sont des œuvres complètement indépendantes. Donc c'est un peu une pratique qui est peut-être un peu spéciale. En parallèle à mon travail d'atelier, j'ai toujours eu cette pratique-là. Donc on voit bien que là, à Montreuil, effectivement, l'environnement n'est absolument pas le même. Et si on remonte un tout petit peu
par exemple, là, on est en 99, j'habite à Madrid, mais je m'extrais de la ville de Madrid de temps en temps et je retrouve cette campagne déjà et dans un carnet de notes que je vais vous faire passer comme ça quelques images où je suis déjà en fait dans une recherche d'une écriture du paysage et d'une imprégnation qui était déjà complètement immersif à l'époque. Voilà. Donc ça c'est un petit carnet de croquis finalement. Voilà. Et donc ça ici, ça saute un peu. Donc là, par exemple, une série qui s'appelle Dans mon jardin. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai dessinées en 2018, juste devant mon atelier. On a un petit potager. J'ai dessiné donc cette plante grimpante qui a poussé là devant, juste devant moi. Et si je vous emmène là juste rapidement dans cette partie qui est le blog, on peut voir en fait que parallèlement à toutes ces recherches, il y a des notes d'atelier. Ici, on peut les voir, il y en a 47 en tout, que j'ai mis voilà, à disposition de ceux qui s'intéressent. Les derniers portent sur le portrait, d'autres sur des séries d'avant, et d'autres encore sur des expositions que j'ai pu voir à Paris qui m'ont plu. Voilà, là c'est une série sur les mains bleues. Et ici, donc, cette note sur les plantes grimpantes dans mon jardin. Et je monte un peu vite dans le fil où on peut voir des choses aussi qui parlent donc des écorces. Et après viennent par exemple, des notes sur le travail d'autres artistes, des expositions que j'ai vues. Là, c'est sur une exposition de Morandi qui m'avait bouleversé. C'est un artiste que j'aime énormément. Et où donc j'ai mis en regard, en fait, son travail, l'exposition que je venais de voir, avec un autre artiste, donc, qui est du Nord, lui, Eugène Leroy, et une rencontre fortuite d'un accordoniste que j'ai écouté dans un couloir de métro. Donc, voilà, cette rubrique blog, c'est un peu le laboratoire, en quelque sorte, un peu intellectuel, je ne sais pas comment dire, qui est en parallèle à mon travail. Parce que à chaque fois que j'entame une nouvelle série, cette série, elle va provoquer des réflexions, des interrogations, et par moment, j'ai besoin de les mettre au clair, d'essayer de mettre de l'ordre dans ces idées, dans ce chaos en fait qui est l'atelier. Et donc j'essaye de mettre ça au clair dans cette partie. Voilà. Alors, si je peux aussi poser une question sur cette série particulièrement, parce que c'est vrai qu'on est sur des paysages, on a pu voir les paysages ruraux, des forêts de Montreuil, de Madrid, et là c'est vrai qu'on y voit ce fusionnement avec le corps, et le corps vous intéresse aussi particulièrement, notamment sur ces questionnements de l'être, et je voudrais, si possible, que vous nous parliez justement de cette fusion entre le corps et la nature dans la série du voyageur immobile. Parce que c'est aussi ce qu'on a utilisé pour votre métier, et ça pourrait être intéressant d'avoir un mot dessus. Oui, en fait, c'est une série qui est un peu emblématique dans le sens où effectivement il y a cette fusion entre le monde extérieur et ce corps symbolique qui est un torse, et effectivement il y a eu comme un glissement. Je fais tous ces dessins donc d'après nature et qui me traversent parce que qui m'habitent. Et dans cette série Le Voyageur immobile,
il y a cette idée d'être habité par le monde. C'est pas le contempler, pas seulement le regarder, ça ne suffit pas. Il faut que je le dessine, et quand je le dessine, ben, j'ai l'impression que je fais corps avec les choses. Et ce torse, qui pour moi est une métaphore finalement d'être au monde, d'être habité par le monde, et de ne pas être limité en fait par notre propre corps, par notre peau. Là, je suis persuadé que notre peau, notre corps n'est pas notre limite. Pas que l'imagination, l'imaginaire, elle est infiniment plus vaste. Et quand je peins, je le vis, je l'expérimente, cet élargissement en fait de mon horizon propre. Et donc dans cette série Les Voyageurs immobiles, nous voyons en fait, je crois, qu'il y a cette fusion, entrechoquement, entre à la fois des choses du monde végétal, ou là, dans celui-là plutôt urbain, et dans d'autres minérales, voilà. Et je passe un peu quelques images qui vous donnent une idée peut-être de... Voilà. Si on se parle du corps, tu as une question? On a aussi une autre question qui va parler aussi des échanges, en fait, ou des éventuels échanges que vous avez lors de vos balades aussi en forêt. Alors, la question est, les gens vous accostent-ils quand vous êtes en pleine nature? Cet échange, s'il a lieu, vous impacte-t-il? Oui, alors ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est une chose très curieuse, parce que à la fois, les gens sont curieux, bien sûr. Si je rencontre pas beaucoup de monde en forêt, à vrai dire, mais quand j'en rencontre, je sens la curiosité. Après, je sens aussi de leur part, ils sont intimidés parfois. Après, ça dépend des gens, mais il y a une envie de voir et de comprendre. Et ce que je fais, c'est un peu éloigné de ce que les gens imaginent. Mais parfois, j'arrive à discuter avec eux, et voilà. Alors, effectivement, ça dépend des gens. Il n'y a pas de règles. Il y a des moments où ça peut me déranger, bien sûr, parce que je suis extrêmement concentré. Je suis seul avec mon paysage, et quand quelqu'un d'autre fait irruption, j'ai la politesse de répondre, évidemment. Donc c'est variable, c'est pas systématique. L'échange n'a pas toujours lieu, et quand il a lieu, il peut être parfois très sympathique, et parfois même intéressant. Et souvent aussi, il peut être aussi tout à fait neutre, juste poli. Où je sens qu'il y a en face, il y a une incompréhension, parce que ce que je suis en train de faire, ça, les gens, ils ont l'impression que pour eux, c'est abstrait, entre guillemets. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait. Lior, j'aimerais qu'on fasse je ne sais pas si ça va être une transition vers une autre partie de votre travail, mais vous parlez du corps comme quelque chose qui serait le contour d'un paysage infini, en fait. Pour vous, il y a une fusion comme ça entre l'homme et le végétal, et donc on le voit bien dans ces torses, voilà, avec une profondeur de paysage. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous avez évoqué aussi la question du temps, l'importance du temps, à la fois de votre temps de création, du temps pour observer, du temps pour ressentir les choses. Finalement, j'aimerais que vous nous parliez de ce temps à travers les portraits que vous pouvez réaliser, et aussi ouvrir sur cette représentation humaine, finalement, que vous avez pu faire sur une autre série, pas récemment, parce que je crois qu'elle dure, elle a pris quelques années, et elle prend encore forme. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y a... J'ai pas montré jusqu'à présent des images sur tout ce travail sur le portrait. Je crois qu'il y a, sur votre site, je crois qu'il y a une image, un autoportrait assez récent avec des tournesols, qui fait partie d'un cycle d'autoportraits assez récent de 2020, où il y a à peu près un peu plus qu'une cinquantaine d'œuvres que j'ai réalisées, donc l'année dernière, et où à travers
ma gueule, ma figure, j'essaie d'explorer en fait quelque chose qui me dépasse complètement. C'est pas intéressant ma figure en soi du tout. C'est ce qui est intéressant pour moi, c'est essayer en fait de faire apparaître quelque chose que nous avons en commun, tous les êtres humains. Il y a un poète qui disait je est un autre, et si je est un autre, et j'y crois, c'est qu'en fait, il faut arracher à ces visages-là, à son visage, en fait, quand on fait le portrait, quelque chose qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est caché derrière ce masque qui compose le visage, qui est dû à la génétique, à l'hasard, à ceci, à cela, à l'âge qu'on a. Et ce que nous avons en commun, c'est cette présence au monde, cette curiosité, en fait, d'être là, et de ces interrogations qui sont permanentes. Et ces autoportraits s'inscrivent dans un cycle beaucoup plus large que j'ai appelé Ton visage à l'infini, et où finalement j'ai fait poser, et ça dure déjà depuis 20 ans, j'ai fait poser d'abord des amis, des gens donc très proches, qui ont eu la gentillesse de se soumettre à ces tortures qui sont des pauses très longues de plusieurs heures. Et j'ai accumulé comme ça des portraits, des dessins, des croquis, des peintures de quelques amis, mais sur un temps très long, qui va jusqu'à 15-20 ans. Et ces visages, à travers ce temps long, à un moment donné, à l'atelier, ont formé des constellations éphémères que j'ai créées sur un mur de l'atelier qui est toujours en changement. Et actuellement, il y a un mur donc, avec des visages d'Isabelle que j'ai peint depuis 20 ans, en fait, et rassemblés sur ce mur-là, où j'expérimente, en fait, une autre façon de dire l'autre, une autre façon de composer le tableau, une autre façon peut-être aussi de sortir du cadre du tableau lui-même. Et ce qui a donné un peu naissance à ça, c'est un texte d'Antonin Artaud, qui s'appelle Le visage humain. Et il en parle avec beaucoup de violence, mais beaucoup de pertinence. Et c'est un texte, je crois qu'il est de 1945, quelque chose comme ça. Et dans un moment de grande crise, je pense. Et il parle du visage comme une possibilité, en fait, de se recréer, de se réinventer, mais dans la violence qui était la sienne, mais qui a pour moi toujours une force. Et c'est comme une injonction, en fait, d'essayer d'aller au plus profond, et au plus profond de soi, pour essayer de pouvoir dire quelque chose aussi de l'autre. Et on ne peut pas le faire d'une façon rapide, j'y crois pas. Et c'est pour ça que je ne travaille pas accumulation. C'est pour ça que j'accepte de faire un travail très, 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 très long, et qui demande une patience, bien sûr, infinie, parce que j'imagine que dans cette accumulation, dans cette patience, dans cette répétition, en fait, il y a quelque chose qui s'accumule et qui se dégage, et qui est l'ordre de la densité de l'être, et de la multiplicité aussi de ce que nous sommes tous, chacun. Et la peinture a l'avantage, pour moi en tout cas, par rapport à la photo, d'être un procédé physique. Et comme nous sommes des êtres avec une densité, la peinture parle de cette densité-là, me parle, et j'espère parle aussi peut-être à quelques personnes, de cette empreinte laissée avec des moyens primitifs, très simples. J'avais évoqué déjà l'image de l'empreinte de la grotte. Et nous venons de là, et nous sommes toujours, malgré l'âge technologique dans lequel nous sommes toujours des êtres de chair en os. Et la peinture, pour moi, est un moyen de réaffirmer ça. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, toujours, avec ces moyens ancestraux, en fait, quelque chose de nouveau, chercher quelque chose de nouveau à travers un média, en fait, très, 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 très ancien. Donc quelque part, en fait, je m'inscris dans une ligne très, très longue d'artistes. Je ne suis pas un artiste de rupture, je suis dans ce sens-là classique.
Et en même temps, dans cette foi que j'ai dans l'art et en mon média de la peinture, j'ai aussi foi en la possibilité de se réinventer et de dire encore quelque chose autrement. Et ce que j'essaye de faire avec le portrait, c'est exactement ça. C'est peindre pour voir ce que je n'ai pas encore vu en moi-même et en l'autre aussi. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire. C'est passionnant, on est un petit peu aussi. Vous dites que vous n'êtes pas écrivain, mais vous parlez très bien, donc on vous écoute. Non, j'ai absolument aucune prétention d'écrivain. Je suis simplement un peintre, mais qui prend des notes et qui réfléchit sur mon travail, donc me couper la langue. Très longtemps, j'ai pensé qu'il fallait le faire. Et très, très longtemps, en fait, je ne voulais pas parler de mon travail parce que j'étais persuadé. Je voulais absolument que ce soit l'image, la peinture, la réalité de l'œuvre qui parle d'elle-même. Je me suis rendu compte que de parler, échanger avec les autres peut parfois ouvrir des fenêtres d'échange que la peinture elle-même ne peut pas, parce que parfois elle est hermétique. C'est comme un poème. Il y a des poèmes qui sont absolument hermétiques. Un poète que j'aime beaucoup, c'est Paul Celan en français, et il a écrit certains poèmes qui sont pour moi parmi ce qui est le plus beau dans la langue allemande. C'était pas sa langue, voilà, il a dit Muttersprache, langue maternelle, langue des assassins aussi, ce qui montre ce rapport à la langue extrême, un peu comme Mallarmé, et c'est quelque chose parfois qui peut devenir hermétique. Et je pense que chaque artiste qui creuse comme un spéologue en lui-même, qui descend au fond de lui pour ressortir quelque chose, pour espérer ressortir quelque chose à la surface, c'est quelqu'un qui à un moment donné peut se trouver dans un langage qui est un peu difficile d'accès et qui est un peu hermétique. Et il m'est arrivé parfois de peindre des tableaux, comme des bouches, des choses comme ça, des fragments de corps, qui pour beaucoup de gens étaient... ils ne comprenaient pas. C'est normal, d'ailleurs, je le conçois parfaitement. Et là, l'échange, la parole, en fait, peut permettre d'accéder, donner accès peut-être à l'œuvre et au mécanisme de l'œuvre. Mais au début, pour moi, c'était pour moi. Je prenais ces notes par instinct de survie, presque. C'est dans les moments de crise, presque artistique, en fait, et des créations, que je prenais des notes pour essayer de comprendre ce que j'étais en train de vivre et pourquoi ça ne marchait pas, ou pourquoi j'étais perturbé par telle chose, et pourquoi un travail devenait si obsessionnel qu'il laissait plus la place à d'autres. Et à ce moment-là, je prenais des notes et j'ai partagé ces notes avec ma compagne, et qui me disait, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Enfin, pour elle, en tout cas, c'était passionnant. Donc elle m'a dit, mets-les au clair, mets-les au propre, écris, enfin, je sais pas, il suffit juste de les taper à la machine. Alors que c'était juste dans les carnets à côté des dessins, à côté des feuilles de papier qui tombaient par terre, qui devenaient illisibles finalement. Et donc c'est assez récent. Voilà, ma façon de noter un peu, et au moment où j'ai décidé de faire un site internet pour avoir entre guillemets une petite visibilité, j'ai créé cette partie blog qui peut donc permettre aux gens qui sont intéressés d'avoir, là en ce moment il y a 47 choses qui sont notées, et ceux qui ont envie, ils pourront lire sur des différents thèmes, des réflexions, des interrogations qui accompagnent mon travail. Justement, c'est vrai que dans votre processus, la prise de notes, la lecture, les inspirations littéraires, poétiques, c'est quelque chose qui enrichit fortement la lecture de vos œuvres, en fait. Parce qu'on se plonge dans un univers complet. Et je me posais la question de savoir si vous aviez, à un moment donné, associé à une toile, peut-être comme voilà, le carnet réel qui a généré cette toile, en fait, ou voilà, comme un processus pour arriver à une œuvre finale, toutes ces étapes
mais qui ne sont pas forcément des schémas, mais des lectures, des musiques. Je sais que vous appréciez aussi la musique. Voilà, est-ce que quelque part vous avez comme une nomenclature, c'est un gros mot, mais une nomenclature, quelque chose qui pourrait ouvrir aussi sur tout cet univers associé à l'œuvre. Au-delà du blog, j'ai bien compris que le blog était finalement quelque chose de cet ordre-là. Oui. Mais est-ce qu'il y a ce petit carnet de notes Oui, il y a des carnets, mais il est pourri, il est tout moche, effectivement, il y a plusieurs carnets, il y a des feuilles, il y a des trucs, mais comme c'était quelque chose qui n'était pas construit, j'avais pas de projet pour ces choses, donc du coup, je sais pas, une fois je suis à Paris, j'ai vu cette expo Morandi, pour donner un exemple. J'avais rien pour écrire sur moi, donc j'ai pris, je sais pas, quel papier qui traînait, je ne sais pas où, et j'ai pris des notes en rentrant par le train, justement. Voilà, et je suis arrivé ici dans l'atelier, et c'était tout frais, donc du coup, je me suis lancé. Mais c'était pour moi, ça. Et tout ce que j'ai écrit sur les écorces, c'était à la fois dans des carnets, mais c'était pas construit. C'est quelque chose qui s'est fait comme ça. Même à un moment donné, j'avais mon stylo qui marchait pas, j'avais que des pinceaux, vous imaginez, j'étais avec un pinceau, et j'ai écrit un truc au mur, parce que j'ai dit, tiens, il faut que je note ça rapidement. J'ai noté ça au mur, donc c'est resté là comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, et après je l'ai effacé parce que ça me gênait comme... voilà. Il y a une grande narration en fait dans votre processus aussi, dans vos œuvres. Il y a toute une narration qui se construit et elle est très très riche en fait. Et elle nous fait voyager tout autant et surtout de partir de cette réflexion du détail, d'un moment, d'une sensation pour arriver sur des œuvres au grand format. Hein. On se plonge vraiment dans toute une histoire et c'est vrai que quelquefois, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose à faire, mais on aurait envie d'aller découvrir. Je vous montrerai peut-être si j'ai un carnet ou deux qui sont. Je peux vous montrer où effectivement il y a quelques dessins, des croquis et il y a des notes écrites à la main. Effectivement, ça existe. Et il y a peut-être 2-3 pages qui sont lisibles. Et je ne sais pas, j'ai pas tellement fait attention à ça, mais ils existent, c'est vrai. Parce que dans ce caractère peut-être un peu isolé du processus artistique de l'artiste, c'est vrai que finalement, vous ne travaillez pas en collectif, on s'appelle à un regard, oui. Vous avez un échange riche, mais vous êtes assez solitaire dans votre pratique. Même, oui. Et pour autant, vous avez une vitalité et une richesse d'imagination. Enfin, ça se provoque comme ça dès qu'on vous entend. On sent cette importance, cette énergie et votre porosité au monde, en fait. Il y a une porosité extrême avec votre environnement et c'est vrai qu'on a envie de capter un peu tout ça. Oui. C'est très gentil, merci. Si vous sentez ça, c'est que c'est l'essentiel, cette porosité au monde. Je pense qu'elle est. Si on ne l'a pas, on ne peut pas créer. Il faut être dépassé par quelque chose de plus grand que soi il faut être déchiré par quelque chose de plus grand que soi en fait pour pouvoir créer, je pense. Sinon, ce n'est que de la décoration. Des choses gentilles, des choses commerciales ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, il n'y a pas de véritable art s'il n'y a pas une forme de porosité ou voire de blessure par rapport à ce que c'est la vie. Après, il faut trouver une forme, donner une forme, et cette forme-là à donner, elle est complexe à trouver. Et ça met parfois très longtemps. Il faut être patient et voilà. Merci. Oui, merci infiniment. Et merci pour avoir joué le jeu, en fait, parce que c'est clairement quelque chose aussi qui n'était pas simple, hein, et puis vous nous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément naturel pour un artiste de faire un pas en arrière et de pouvoir étudier son œuvre au travers d'une installation, et vous l'avez fait formidablement bien. On espère que ça a pu aussi vous apporter quelque chose. Peut-être plus tard, on pourra échanger aussi davantage sur ce que ça a pu vous apprendre de parler comme ça.
Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de clôturer la session, puisque c'est vrai qu'on arrive déjà à la fin. D'accord. Dans ce cas, on va vous repasser notre présentation pour faire un rappel des prochains ateliers qui vont se passer donc, à partir de la semaine prochaine, lundi, jusqu'au 8 juillet. Et après, si éventuellement, parce que on a bien regardé, mais on n'a plus de questions dans la conversation, et on va arriver aussi à la fin. Donc, c'est un timing parfait. Donc, vous allez pouvoir couper la caméra, mais avant ça, vraiment, on tient, Estelle et moi, donc, à vous remercier. Merci beaucoup. C'était pour votre présence. Très intéressant. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. De vous avoir sur ce territoire, c'est vraiment... Au plaisir de se voir pour de vrai. Voilà, ça surtout. Si ça permet de créer un lien réel, c'est ça en fait, passer la frontière de numérique et se voir et d'échanger. Je trouve que c'est ça le vrai but pour moi en tout cas. Oui, pour nous aussi. Oui. Donc je dois appuyer maintenant sur le téléphone rouge, c'est ça pour fermer? Ne quittez pas encore. Non. C'est juste, vous pouvez maintenant couper la caméra et le micro, tout simplement. Je coupe. Voilà, et on reprend la main. Merci. Alors, on va passer au partage d'écran. Alors. Vous voyez bien la présentation? Très bien. Alors voilà, c'est juste un petit rappel pour vous dire que le deuxième atelier aura lieu lundi 21 juin avec l'artiste écossaise Georgia Russell et Raoul Ilaramundi du Venezuela, originaire du Venezuela, qui habite à Meru, dans l'Oise. Vous pouvez vous inscrire donc sur le ccp-art@françoiseartmemo.fr et nous vous enverrons l'invitation comme on fera et comme on fait donc pour tous ces ateliers. Le mardi 22 juin, on sera donc dans l'atelier de l'artiste Daniel Pontoro. Donc ce sera une interaction en direct de son atelier. Isabelle Cavalieri nous fera l'honneur donc de présenter aussi son œuvre le jeudi 24 juin. Toujours de 15h à 17h. Diane de Longuemare fera donc sa présentation le mardi 29 juin. Paquita Milleville le jeudi 1er juillet. Clément Borderie le mardi 6 et Rachid Boukarta le jeudi 8. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Alors, oui. Je passe la parole à Estelle. Sur l'actualité, je pense que c'est important de vous informer que nous avons une nouvelle exposition et donc qui se situe à la Fondation française à Senlis, dans l'Oise. C'est une exposition qui présente les artistes de la plateforme Françoise Art Memo, une sélection de ces artistes, une fine sélection de ces artistes, 9 seulement sont présentés, mais ils sont à découvrir et à rencontrer le 19 juin de 11h à 19h. Nous aurons aussi la chance d'avoir des ateliers avec ces artistes sur des samedis de découverte, de pratique, soit la laque, le dessin ou la gravure. Mais vous pouvez voir toutes ces informations sur les sites à la fois de la Fondation, fondationfrancaise.com ou françoiseartmemo.fr. Par ailleurs, évidemment, la programmation de la Fondation pour l'année 2021-2022, elle est concentrée sur ce territoire avec l'invitation des artistes internationaux qui sont installés en couple dans les Hauts-de-France. Et donc, vous aurez la chance de découvrir Isabelle Cavalieri et Georg Langens pour la première session d'exposition, donc du 19 septembre au 27 novembre 2021. Et là, donc, vous aurez la possibilité de découvrir cette création à la fois très complémentaire, parce qu'ils vivent en couple, hein, c'est un couple d'artistes complètement différents dans la pratique, mais très intéressants et qui se rejoignent sur beaucoup de sujets. La deuxième exposition est consacrée à Kat Loret et Clément Borderie. C'est aussi un couple d'artistes internationaux dont l'un est originaire de Senlis, avec une filiation, le père est André Borderie, donc avec une connaissance parfaite de ce territoire. Et la troisième session, nous avons la grande chance d'accueillir aussi Georgia Russell et Raoul Ilaramundi
pour une exposition du 12 mai au 22 juillet. Et l'année se poursuivra avec d'autres artistes, d'autres couples jusqu'en décembre. Mais déjà, notez ces dates-là, elles sont à la fois importantes et avec une création intéressante et très ouverte, tant sur la découverte de notre territoire, mais aussi sur tous les ponts et toutes les initiatives que l'on peut engager avec l'international. Alors voilà, on clôture. On vous remercie infiniment pour avoir été présent et présente à ce premier atelier du CCP, le collectif culturel de proximité. N'hésitez pas aussi à aller voir directement sur notre site françoisartmemo.fr pour tous les articles, toutes les informations qui sont relatives à ces ateliers et aux expositions. Merci beaucoup et à lundi 21 juin. À 15h. Merci. Merci. Merci, Palmyre. Au revoir.